Bonjour à tous, bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Michael Lebou. Ragnar, comment vas-tu, Michael? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, ça va nickel. Merci de nous accorder du temps sur After Fight. Avec plaisir. Je voudrais que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, même s'il ne doit pas en avoir beaucoup. Ouais, bah après, si, parce que je suis plus trop actif maintenant, donc les nouveaux amateurs là, de MMA qui sont arrivés dans la nouvelle génération, c'est pas sûr hein, qu'ils aient pu suivre mes aventures. Donc moi, je suis un combattant MMA, j'ai commencé il y a à peu près 12 ans l'aventure. Là, je suis vraiment sur la fin, je le sens, mais j'ai combattu sinon dans les plus grosses organisations, l'UFC notamment. Après, j'ai fait le M1, qui pour moi était la seconde plus grosse. Et j'ai fait les meilleures européennes, Cage Warrior, Bama, le Cage. Et évidemment, les françaises, comme le 100% Fight, etc. Comment les sports de combat sont arrivés dans ta vie? En fait, c'est simple, hein. À la base, moi, je m'en foutais de performer à haut niveau dans le MMA. Mais j'y suis arrivé parce que c'était le seul sport en fait qui me permettait soit d'aller m'entraîner le lundi ou le mardi ou le mercredi parce que c'était un sport individuel. Et moi, je cherchais en fait une salle dans laquelle on pouvait aller s'entraîner quand on voulait, du moins le soir, et sans que ce soit forcément tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai poussé la salle de la FFA à l'époque, la salle de Mathieu Nicourt à Vitry. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans le MMA. Et donc, toi, tu as vraiment commencé par le MMA. Tu n'es pas issu d'une discipline telle que la boxe, le pied-point ou la Non, lutte. j'ai pas de. Tu as Ouais, tout nous, on faisait mixé pas mal. directement. C'est ça. Après, on faisait pas mal de bagarres comme ça entre potes. J'avais un pote qui faisait un sport à l'époque. Il nous ambiançait dans une salle un peu de municipale le dimanche matin. On allait là-bas s'entraîner, mais c'était pas structuré. C'était pas du tout un. C'était pas. Non, non. Avant, je faisais du rugby, du handball, donc rien à voir. Et tu as été à l'époque l'un des premiers, je crois, combattants à être justement à l'UFC et aussi au MMA Factory. Bah, en fait, c'est que moi, j'étais FFA à la base. Ensuite, il y a le CrossFight initialement qui s'est créé. Donc, le Fernand Lopez a quitté Mathieu Nicourt et a créé le CrossFight. Moi, j'avais un pied au CrossFight et au FFA, à la FFA. Ensuite, j'ai été directement au CrossFight à 100%. Et puis ensuite, le CrossFight est devenu le MMA Factory. Et donc, j'ai suivi un peu cette évolution. Et pour ce qui est des combattants, en fait, il y a déjà eu beaucoup de combattants français qui avaient combattu à l'UFC. Il y avait déjà les plus connus, c'était Cyril Diabaté et Cheikh Mongo, qui étaient les deux combattants français les plus connus. Mais derrière, on avait des combattants comme Jess Liodin qui avait déjà combattu, David Baron qui avait déjà combattu, Nordine Taleb qui s'entraînait pas forcément en France, mais qui combattait, Francis Carmon qu'on oublie souvent, mais pareil, qui est français. Donc il y avait des combattants français en fait qu'on combattu là, à l'UFC. Mais on va dire qu'avec Taylor Lapillus, on a été euh, qui les Français qui s'entraînaient en France et qui, sans jamais aller aux États-Unis, ont réussi à signer à l'UFC. Et ça, pour le coup, c'était tout nouveau, d'avoir des combattants français, des purs produits français qui sont entraînés dans des nouvelles salles, entre guillemets, de la nouvelle génération, et aller comme ça signer à l'UFC. Et en fait, Taylor et moi, malgré nous, on a été un peu. Aujourd'hui, les Français, ils le disent maintenant sans aucune retenue. Ils disent, ouais, mon objectif, c'est de signer à l'UFC. Et nous, à l'époque où on pratiquait le MMA, l'UFC était quelque chose d'impensable. Personne ne disait à l'époque, ouais, je veux aller à l'UFC. Et en quelque sorte, c'est pas grâce à Taylor ou à moi, mais c'est parce qu'on a combattu là-bas que dans la tête des combattants français, c'est devenu possible de le faire en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous y êtes plus? Est-ce que tu saurais Bah, expliquer pourquoi? moi, je vais parler en mon nom, je vais pas parler en celui de Taylor. Après, moi, j'étais dans une catégorie difficile. La KT des 70 kilos, c'est une des KT les plus dures à l'UFC. J'ai toujours travaillé en parallèle comment dirais-je, du sport. Et au-delà de ça, j'ai commencé le MMA, j'avais 22 ans et j'ai signé à l'UFC 6 ans après. Donc, je sais pas si les gens se rendent compte, 6 ans après avoir commencé le MMA, j'ai signé à l'UFC. Donc, ça allait très vite pour moi et je pense que j'avais pas les armes nécessaires pour durer ou perdurer à l'UFC. En signant des Français, l'UFC cherchait à avoir des personnages un peu
un peu phare, qui allait générer un enthousiasme particulier. Moi, je parlais pas anglais, j'ai pas fait des performances transcendantes. Après, j'ai eu des adversaires qui étaient solides, mais j'ai pas fait des performances qui sortaient de l'exceptionnel. Et donc, bah, l'UFC ne m'a pas reconduit, entre guillemets. Et qu'est-ce que tu peux nous dire d'avoir été à l'UFC? Est-ce que t'en tires une bonne expérience? Aujourd'hui, t'as pu aller dans d'autres organisations aussi. J'ai pu voir que tu t'es exprimé plus dans d'autres organisations. Est-ce que c'était un souhait de ta part ou tu aurais aimé performer à l'UFC justement? Bah, l'UFC, on a forcément envie d'y performer. C'est à l'UFC qu'on a envie de performer, ça c'est évident. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'UFC, c'est dur. Beaucoup de combattants français disent avoir le souhait de vouloir signer à l'UFC, mais ils ne se rendent pas compte, en fait. Parfois, c'est de la montagne qu'il y a une fois que tu arrives à l'UFC, qui est encore plus importante que d'aller à l'UFC en soi. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième, c'est que c'est clair que je pense que j'ai pas été à l'UFC au meilleur moment dans ma carrière. C'est-à-dire que j'ai pas été, quand j'étais à l'UFC, c'est pas le meilleur Michael Legou qu'il y a eu dans le domaine du MMA. Et ça, je le regrette parce que je pense que j'aurais pu avoir une plus belle carrière à l'UFC quand j'ai été à mon meilleur niveau, en tout cas. Maintenant, c'est aussi grâce à l'UFC que j'ai réussi à progresser si vite et à aller dans d'autres organisations. Donc, je regrette absolument rien sur ce qui s'est passé parce que quelque part, ça a été un électrochoc et moi, ça m'a permis derrière de me recadrer dans ma manière de gérer mes entraînements, de gérer mes objectifs et de créer un écosystème autour de moi. Donc, non, je regrette absolument pas. Au niveau de ta préparation physique, tu t'entraînais de quelle manière? Est-ce que tu avais un préparateur physique ou tu t'entraînais vraiment seul? Non, justement, quand j'étais à l'UFC, déjà, tu vois, ça, aujourd'hui, en fait, maintenant, ça deviendrait dans la tête de tous les combattants MMA. Plus personne ne va au niveau sans préparateur physique. Nous, on était encore dans l'ère où c'était quelque chose d'un peu particulier. J'avais un préparateur physique, mais je prenais pas ça au sérieux. J'y allais une fois sur deux. Euh, je pense que moi, au moment où j'ai signé à l'UFC, le MMA français, même si le Factory était quand même en avance, ou du moins faisait partie des clubs élites en France, n'était pas structuré tel qu'il l'est aujourd'hui. Je pense que tout le monde a appris un peu de ce qui s'est passé, euh, notamment les dirigeants là-bas, et aujourd'hui ont réadapté un peu leur structure. Et moi, quand j'y suis allé là-bas, bah, j'y suis pas allé justement avec ces armes. La prépa physique, moi, je l'ai vraiment connue grâce à Sébastien Charter quand j'ai signé à Hobby Fight, en fait. Et c'est lui qui m'a vraiment fait aimer la prépa physique, c'est lui qui m'a pris en main et c'est lui qui m'a fait passer un level au-dessus. Donc c'est quand j'ai été au M1 que j'ai connu la prépa physique. Et tu peux nous parler de ton parcours justement au M1? Parce que je sais que il me semble que tu as pris la ceinture là-bas. Non, justement, j'ai loupé la ceinture, Tu as loupé la ceinture? mais franchement, c'était peut-être pour moi les plus belles années en MMA, mais pas forcément parce que les performances étaient là, mais parce que en fait, la Russie, c'est vraiment une terre de combattants. Et quand tu vas combattre en Russie, je sais pas comment dire, t'es très respecté. Même par le public qui n'est pas pour toi puisque tu combats des gars qui sont issus de chez eux, qui vivent là-bas, mais parce qu'ils respectent vraiment le combattant, ils respectent. Il y a vraiment quelque chose autour du combat qui est symbolique là-bas et qui fait que ça prend une autre dimension entre guillemets. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Et pour moi, c'est mes meilleurs souvenirs, c'était au M1. Après, j'ai signé au M1 grâce à David Djukanovic à l'époque, qui était le seul manager français à avoir à pouvoir te faire entrer au M1. Et en fait, mon premier combat au M1 bah, se traduit par un KO. Je mets un KO net à quelqu'un. Derrière, je fais un deuxième combat que je gagne largement. Mais voilà, la Russie a aussi ses torts ou ses travers, on va dire, c'est qu'ils me font perdre à la décision partagée, incompréhensible. Et derrière, je fais deux victoires et on me donne ma chance pour la ceinture et je perds la ceinture en fait parce que je me blesse au troisième round à l'épaule. Donc voilà mon parcours au M1, mais vraiment pour moi, c'est mes meilleures années, ça a été au M1. Et aujourd'hui, après avoir combattu dans toutes ces organisations, est-ce qu'il te reste des objectifs en tant que combattant? Parce que pareil, tu as touché le Graal aussi, tu as été à l'UFC. Je veux dire, est-ce que
Bon, je pense que tu veux plus retourner à l'UFC. De toute façon, Non, ouais, clairement. ouais. Aujourd'hui, c'est simplement te faire plaisir. En fait, aller à l'UFC, c'est bien si tu as envie derrière de faire quelque chose. Combattre à l'UFC pour combattre à l'UFC, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Je l'ai vécu. Actuellement, je sais où j'en suis. Je suis loin d'être la meilleure version de ce que j'ai pu être à un moment donné. Et si je vais là-bas, j'ai même pas les ressources pour aller chercher plus haut encore. Donc, aller à l'UFC, ça sera un non-sens en fait. Et je pense que d'autres derrière moi ont pour le coup beaucoup plus d'années pour progresser et peut-être plus de niveau, de talent. Et donc, franchement, je leur souhaite, mais moi, pas du tout. Par contre, le seul objectif qui peut me rester en France, ça serait de combattre un jour sur Paris, dans une salle assez symbolique, type Bercy, ou tu vois, une vraie salle qui a un symbole, en fait, sur la place parisienne. À Arès, par exemple? Bah, le Ares en soi, je sais pas, je m'en fiche, je veux pas manquer de respect à l'organisation. En plus, je trouve ils font un beau show, mais combattre au Dôme de Paris fait pas partie des salles que je trouve emblématiques. Par contre, si un jour on me propose, je sais pas moi, Bercy, le Zénith, tu vois, une salle qui a vraiment quelque chose en particulier, effectivement, ouais, ça m'intéresse. On va en revenir à ton actualité du moment. Le 7 mai, tu vas combattre à l'Octofight à Marseille contre Kevin Exactement. Ruhart. Est-ce que tu peux nous parler de cette organisation et de ce combat? Où tu en es dans ta préparation? Bah écoute, là, alors je vais commencer par les organisateurs. Déjà, je sais pas, tu connais la famille? Non. C'est ceux qui organisent la nuit des champions à Marseille. Donc, c'est des gens qui sont dans le milieu depuis très longtemps du pied-point. Ils ont l'habitude de faire des gros shows et des gros galas. Ils se lancent aussi dans l'aventure du MMA. Ils ont déjà fait pas mal de pancras. Et donc, l'Octofight, en quelque sorte, même si c'est une organisation assez jeune, c'est mûr. C'est un projet qui est mûr et un projet, en fait, on le sait, à Marseille, le public est réceptif. Et à chaque fois, on a pratiquement entre 3000 et 5000 personnes dans les salles. C'est énorme, en fait. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'occasion de revenir un peu en France. Ça va être seulement mon deuxième combat dans les règles du MMA en France. C'est ça qu'il faut se rendre compte. J'ai plus de presque une trentaine de combats pro, mais c'est seulement mon deuxième combat de MMA en France. C'est ouf. Donc voilà, pour moi, c'est l'occasion de revenir. En plus, j'ai beaucoup d'amis à Marseille, beaucoup d'amis dans le sud. Et donc, j'ai hâte de revenir. On me propose Kevin Ruhart, qui est un bon combattant, qui a beaucoup moins d'expérience que moi. C'est pas un faire-valoir parce qu'il a montré des belles choses comment dirais-je, au Brave. Il a notamment eu la ceinture du beatdown face comment, à Sofiane. Donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est assez bon. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui a marqué l'histoire du MMA en France ni en Suisse d'ailleurs. C'est pas quelqu'un qui a un palmarès de fou. Je pense que ça sera un beau combat, mais je trouve rien d'exceptionnel non plus. Ok. Donc, ouais, est-ce que tu as un petit pronostic pour ce combat? Ouais, je mise sur je pense que je vais m'imposer dans le premier round, fin du premier round ou début du deuxième round. Yes. Et vous êtes en main event, hein, il me semble. Ouais, on fait la main card, donc ça va être un beau combat. Après, je pense qu'il se prépare aussi de son côté. Il est structuré pour. Donc voilà, donc j'espère que il sera prêt. J'en doute même pas d'ailleurs. Je pense qu'il sera vraiment prêt. Après, l'essentiel, c'est de faire un beau combat. Yes. Et en termes de management, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, même avant, tu es managé par un manager ou comment Bah, ça en se fait, passe? j'ai rarement eu un manager. J'ai jamais, par exemple, signé avec un manager. Je me suis toujours laissé aller au fur et à mesure de ma carrière. En fait, nous, déjà, bah, c'est toujours pareil. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment évolué depuis les débuts que moi, j'ai pratiqué le MMA. Pourtant, ça fait pas si longtemps. Ça fait 12 ans. Donc, c'est sur une décennie. On a vraiment vu l'évolution et la professionnalisation de cette partie aussi du game. C'est la professionnalisation du matchmaking, d'aller chercher de la construction de carrière. Nous, ça n'existait pas, les boîtes de management comme le Management Factory ou la BTT, qui sont actuellement les deux plus grosses. Ça n'existait pas à l'époque.
À l'époque, on avait un manager. Si tu étais bon, on te proposait des combats comme ça. Moi, je me souviens de Fernandez qui nous proposait des combats. On avait Razi aussi qui proposait des combats comme ça. On avait Hatch, on était en lien directement avec Hatch qui nous plaçait au 100% fight. Et puis des fois même, c'est les étrangers qui venaient nous chercher directement, qui nous parlaient sur Facebook, qui nous disaient ouais, ok, j'ai un combat pour toi, etc. Et c'est comme ça que ça se faisait en fait. Il n'y avait pas forcément de contrat, de signature, etc. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Est-ce que Tu vois, tu par penses... exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Duka, mais Duka, j'ai jamais signé un contrat avec lui. Ça s'est toujours fait comme ça. De la même manière D'accord. avec Fernandez, de la même manière avec Razi, on a travaillé comme ça. De la même manière que quand j'ai été à l'UFC, Fernand Lopez était en contact avec un gars de Thiago de l'UFC, j'ai jamais signé un contrat. J'ai pas un contrat de management. Impressionnant. Et est-ce que tu penses que c'est la légalisation du MMA en France qui a justement encadré tout ça, structuré tout ça, ou non, c'est simplement que il y a des managers qui se sont mis en place et qui ont commencé à faire des contrats, ils ont professionnalisé C'est ça. le milieu, quoi. En fait, je pense que c'est plus déjà, il faut savoir que les contrats, c'est dur à mettre en place parce que avant tout, un contrat, c'est un contrat moral, entre guillemets. Ça veut dire que un contrat ne tient que si les deux sont dans un engagement moral. Et voilà. Après, tu as toujours, à un moment donné, quand ça part en boulette, ça va rarement devant un tribunal se régler ce genre d'histoire, même s'il y a un contrat qui a été signé, parce que souvent, les contrats, ils sont pas au point, etc. Donc ça, je pense que c'est une partie du métier qui a évolué et de plus en plus, les managers essayent de vraiment se cadrer là-dessus parce qu'en fait, ils se font, entre guillemets, à chaque fois qu'il y a une rupture de contrat, il se passe rien. On le voit souvent, d'ailleurs, les combattants français, là, ils décident de partir d'une boîte de management, ils partent et il se passe rien. La réalité, c'est qu'il se passe rien. Hein. Personne va en justice et c'est comme ça. Après, je pense que c'est les managers qui ont cadré les choses et non pas la légalisation qui a fait que les choses se sont cadrées. Tout simplement parce qu'en fait, je pense que les managers ont compris qu'il y avait de l'argent à faire avec les combattants. Je pense que en fait, ils ont aussi compris que pendant très longtemps, ils pouvaient manager une personne, mais qu'ils allaient gagner de l'argent avec lui qu'à partir du moment où il allait exploser. Et s'ils n'avaient pas verrouillé par un contrat ou verrouillé par quelque chose, à ce moment-là, la personne, elle peut partir et dire, bah, moi, je vous dois rien. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde essaye de faire ceinture bretelle pour qu'il y ait une sorte de gagnant-gagnant, relation gagnant-gagnant. Et est-ce que tu penses à l'après de ta carrière? Je sais qu'en parallèle, tu travailles. Est-ce que tu penses aujourd'hui à quand même laisser ton empreinte autrement qu'en tant que combattant, c'est-à-dire, je sais pas, coacher? Coacher, non, j'ai pas. En fait, Non. j'ai pas la patience parce que je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'ai tourné quand j'étais en sparring ou même des petits jeunes hein, qui sont arrivés et qui sont motivés. Hein, je remets pas en cause le fait qu'ils soient pas motivés, mais qui, à un moment donné, viennent plus à l'entraînement. Et quand tu leur parles, tu leur demandes bah, pourquoi tu viens plus, etc., ils t'expliquent qu'ils ont des devoirs, ils t'expliquent qu'il y a à la fac, il y a des partiels, ils t'expliquent qu'ils ils sont malades, ils t'expliquent qu'ils ils doivent travailler pour. Et en fait, tu te rends compte que bah, sur toutes les personnes que tu entraînes, etc., en vrai, très peu vont au bout de ce qui. Enfin, très peu font les sacrifices de leurs objectifs. C'est-à-dire qu'ils ont tous plein d'objectifs, mais très peu de personnes sont prêtes à sacrifier pour aller, comment dire, pour aller prendre leur objectif. Et en fait, le sens du sacrifice, je pense que dans le MMA, c'est l'un des seuls sports où le génie est une part infime par rapport au travail que tu dois accomplir pour vraiment percer. Et c'est aussi une chance hein, d'un côté parce que les besogneux y arriveront et ceux qui ont juste le génie n'y arriveront pas. Et en fait, quand tu te rends compte de ça, quand tu vois les choses de l'intérieur, quand tu vois que les gens, ils sont pas forcément assidus, qui vont pas, tu vois, qui parlent, qui ont vraiment une envie. En plus, le pire, c'est que quand tu les entends, tu sens qu'ils sont persuadés d'en avoir envie. Mais ensuite, quand il faut faire les sacrifices, tu te rends compte qu'il y a peu de présents. Et du coup, c'est quelque chose qui fait que moi, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal en fait, à m'investir quand je vois que derrière, ça s'investit pas forcément. Et du coup, j'ai pas la patience pour être coach parce que je pense qu'il faut accepter la désillusion
Et moi, j'accepterai jamais d'être déçu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah après, tu disais laisser mon empreinte. Franchement, la meilleure empreinte que je puisse laisser moi dans le sport, je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire, c'est qu'on dise que j'ai jamais choisi mes combats, j'ai jamais été. Alors après, c'est aussi à défaut, hein, parce que en choisissant ses combats, on peut peut-être mieux gérer sa carrière, gagner plus d'argent, etc. Mais je trouve que en France aujourd'hui actuellement, beaucoup de combattants se fourvoient en essayant de construire des carrières mythos. Et tu vois, ils ont des palmarès de 14-3, 14-4. Mais quand tu regardes un peu ce qui se passe à l'intérieur de ça, c'est vide, ça sonne creux. Et moi, je pense que la meilleure, même si voilà, j'ai pas le palmarès le plus rêvé au monde, mais j'ai fait des guerres dans des organisations dans lesquelles ils iront jamais parce que le niveau est trop dur. Et voilà, c'est la seule chose que je veux laisser dans ce sport, c'est de dire ouais, il a vraiment jamais choisi ses combats et il nous a toujours fait des vraies guerres. J'ai jamais menti à mon public. Et c'est la seule empreinte que j'ai envie de laisser, c'est que tous ceux qui m'ont suivi, je leur ai jamais menti. J'ai jamais fait semblant de choisir d'aller affronter une chèvre et de faire croire qu'elle était dure ou autre. Voilà. Et donc c'est la seule empreinte que j'ai voulu laisser et je pense que je l'ai réussi. Ah, Maintenant, c'est comme vrai. je le disais, à l'heure actuelle dans ma carrière aujourd'hui, je suis un peu égoïste et je l'ai dit derrière quand j'ai combattu pour mon dernier combat. Désormais, quand je combats, je le fais que pour moi. Je le fais que pour moi, que pour mon kiff. Alors, je vais partager moins. C'est sûr que je vais partager moins autour de mon combat. Je vais partager, mais parce qu'en fait, je le fais que pour moi. Donc, du coup, maintenant, je suis vraiment arrivé à un stade où c'est que du kiff. Je le fais pour mon plaisir. Je le fais parce que j'ai envie de retrouver un peu d'adrénaline, de sensation. Mais je le fais plus forcément pour le public. Non, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens d'approuver. Et si je peux me permettre, moi, pour moi, t'es notre Justin Gaethje en France. Ouais, j'aurais bien aimé avoir Non, mais son c'est- compte en banque. Mais ouais, mais je parle sur l'aspect sportif, tu vois, tu livres des guerres, quoi. C'est clair que quand tu vas voir Michael Lebou, d'ailleurs, on pourra le voir à l'Octofight, vous en avez pour ouais, votre argent, quoi. Voilà, c'est ce que je ben, veux dire en fait, derrière, c'est quoi. exactement ça. C'est le Bah show, il y voilà, a un c'est show, ça. il y a la performance et il y a le show. C'est ce que j'essaye de dire, c'est que tu vois, il y en a qui vont beaucoup trash talker, etc. Mm, Chacun ensuite trouve midi à sa porte. Moi, bien sûr. que je dis, en tout cas, et ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est que le public qui vient me voir, il soit pas déçu. Et vraiment, je donne en tout cas le maximum de ce que je sais faire ou de ce que je peux faire, sans mentir. Voilà, c'est la seule chose que je peux faire. Et c'est vraiment, je trouve que les combattants français qui arrivent dans la nouvelle génération, je trouve sur certains qui devraient un peu moins se regarder et prendre un peu plus de risques parce que même si tu as 8-0, 9-0, le jour où tu arrives à haut niveau, ton 9-0, il te sert plus à rien face à. Tu vois, quand tu affrontes un vrai 9-0 en face de toi, ça deviendra très compliqué. Donc, c'est la seule petite chose aujourd'hui sur laquelle j'ai envie d'insister. Je trouve que les combattants français, avec le MMA qui se crée, etc., ils ont trop tendance à. Ils accordent trop d'importance à la défaite. Mais il y a des belles défaites, même si c'est une phrase de loser quelque part de dire ça. Mais vaut mieux perdre contre un mec qui est très fort que de gagner contre une chèvre. Voilà, c'est tout. Super. On arrive en fin d'interview. Je voudrais juste avant de faire le quiz, est-ce que tu pourrais nous dire où on peut trouver les places pour l'Octofight? C'est en vente sur Euh, Internet? L'Octofight, en fait, vous vous abonnez sur la page Instagram de l'Octofight et il me semble que juste en dessous, ils ont mis un ticket, enfin une ligne sur laquelle tu peux cliquer. Et je crois même que les places, elles sont en vente à la FNAC, je suis pas sûr. Ça marche. Je crois qu'en tout cas, il y a une billetterie, c'est sûr, en ligne. Et est-ce qu'il y aura d'autres combats de prévus avec cette organisation ou on pourra te retrouver sur d'autres organisations? Alors moi, comme je te dis, je suis arrivé à un stade de ma carrière où j'évite de m'engager sur des multi-fights parce que je le fais en fait au gré de mes envies et au gré de mes plaisirs. Après, moi, je suis en super bon terme avec les organisateurs, donc du coup, c'est pas impossible qu'on se revoie. Mon objectif ultime, je le dis sans détour, ça serait quand même de finaliser sur une grande salle parisienne. Donc voilà, eux, ils organisent plutôt sur le bassin méditerranéen, donc sur Marseille. Donc, effectivement, il y a de fortes chances qu'on puisse me revoir dans une autre organisation parisienne. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas de réaliser Ouais, ce dernier objectif. Donc on passe au five. Le five, c'est un petit quiz en fin d'interview. Est-ce que tu es ouais, prêt, Mika? vas-y, c'est bon. Allez, Khabib
ou Connor? Khabib. KO ou soumission? Bah, moi, je mets plus de soumission, mais à choisir, je mettrais des KO. iPhone ou Samsung? Bah, je suis Samsung. Samsung. Ton repas préféré après un combat? Ah, sushi. Les makis. Ouais, maki cheese, avocat, c'est la base. Et la dernière question, bande organisée ou Petrouchka? Ah, franchement, Petrouchka. Là, franchement, je vais rentrer sur Petrouchka. Ah, D'habitude, tu m'aurais dit Paro et Petrouchka, j'allais hésiter. Parce que Paro, ça a été mon son de Kerry James sur lequel j'ai fait pratiquement toute ma carrière. Et comme je t'ai dit, en fait, j'ai basculé dans un autre mood. Et je me suis dit, vas-y, maintenant, je combats, c'est pour moi. Et Petrouchka, je trouve qu'elle a un truc ah ouais, mais ça tue. elle me procure tu vois, un kiff Ça perso. se Tu vois, voit, c'est un ça kiff se voit. perso. Et du coup, bah, tu vois, j'ai dit, ouais, je rentre sur Petrouchka. Et d'ailleurs, Pelka, je le voyais à ma salle, il s'entraînait en boxe là-bas. Et tu vois, c'est même pas parce que je le connais un peu, je l'ai déjà croisé à la salle que je monte sur cette musique. C'est vraiment parce que je trouve qu'il y a une ambiance, il y a un truc. Mais bande organisée, très fort aussi. Pour une fois que les Ouais. Marseillais sont bons quelque part, franchement. Tu dis ça, tu vas combattre à domicile. Donc attention. En tout cas, moi, Ouais, je serai mais, présent. ouais, Moi, mais je je serai vous aime bien, présent les pour voir ton Marseillais. combat et pour voir ton entrée et voir ce show aussi. Donc, n'hésitez pas à venir le 7 mai à l'Octofight à Marseille. Oui, venez, ça va être bien. On va mettre le feu, comme il disait à l'époque Ayam. Et alors, OM ou PSG? Qui ça? Toi? Ah bah attends, moi ça, je suis pas foot, mais bon, je suis pour l'OM, j'habite à côté de Marseille, donc je peux pas Oh, dire PSG. tu peux pas dire le contraire. Ah ouais, c'est ce que Ah, je j'allais peux dire. C'est pas. peut-être toi qui vas avoir des problèmes. Ah ouais, surtout s'il y en a qui voient l'interview. Ah ouais, non, En, tu vas avoir des gros problèmes. en tout cas, merci Mika. Je tenais aussi à dire, n'hésitez pas à retrouver Michael sur le podcast The AB Show, le journal du Ouais. MMA. Moi, je loupe jamais un épisode. Ouais, ben là, on l'a Tous les tourné là lundis à tout à l'heure. 18h. Ouais, vous l'avez On l'a tourné? tourné. Ouais, on l'a tourné, c'est J'ai bon. pas eu le temps d'aller voir. Vraiment, les gars, allez-y. Moi, je suis à fond derrière ce podcast. Vraiment, je loupe aucun épisode. Donc, force à Ah, vous. Et franchement, il y a de la place pour tout le monde. De toute manière, hein. Comme je dis à chaque fois, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour ta chaîne. Chacun traite son actualité d'un angle différent. Après, le but, c'est ça, c'est de drainer une fan base. Comme je dis, il n'y a pas forcément besoin de et de faire se de faire trash plaisir, talking. surtout. C'est C'est ça, ça. voilà, Et de de se faire prendre plaisir. plaisir, de kiffer. Et il y a de la place pour tout le monde. Super. Merci, Mika. Et je te laisse un petit mot de Ok. la fin si tu veux faire passer un petit message Ben aux non, éditeurs mais voilà, d'Afterpad, un petit message positif. le message, le seul message que je vous dis, c'est moi, je vais faire un vrai beau combat le 7 mai. Venez nous voir, c'est à Marseille. Voilà, ça va être vraiment un bon combat. Kevin Hurert, c'est un bon combattant. Il va perdre le 7, mais c'est pas grave. Venez le voir si vous avez envie de le voir. Venez me voir moi surtout, c'est ce qu'on vous demande. Le 7 mai, je vous assure, ça va être un beau show. Il y a d'autres combattants qui combattent, comme Delguera, qui est très connu. Il y a Riles qui combat aussi. Enfin, il y a plein d'autres. Je crois qu'il y a Raik Margarian aussi qui connaît, qui est un ancien. Bref, il y a beaucoup de combattants marseillais qui seront sur place. Venez, il y aura plein d'autres surprises. Ça sera un bel événement et je vous assure que je clôturerai la soirée avec un beau finish. Yes. Merci, Mika.